Pas un champ, pas une grange, pas un coin de rue, pas un bois dans notre vieux pays qui n'est un propriétaire. Région après région, À qui est la France est un voyage à la rencontre de ceux qui possèdent un peu de cette gigantesque indivision. Le Languedoc-Roussillon, c'est notre grand sud méditerranéen non provençal, une des régions les plus attractives de France. Côté terrestre, un amphithéâtre majoritairement viticole entre Pyrénées et Minervois. Côté maritime, un croissant littoral qui s'étire entre Montpellier et Perpignan, ces deux capitales. C'est aussi une personnalité composite, où le pays catalan cultive sa différence. On avait l'impression d'être un prince plus ou moins charmant en train de découvrir le château de la Belle au Bois dormant. C'est toujours pareil, on ne peut pas s'en lasser, quoi. Tous les jours c'est beau, quoi. C'est notre petit paradis. On se croirait dans un grand écran de la télé. Mes parents sont fiers de ce que je fais, de ce que je construis. On emprunte la terre à nos enfants. Ce que je plante, c'est évidemment pas pour moi, donc on travaille pour après. Avec les contraintes qu'on a, si ça ne nous plaisait pas, c'est pas viable, en fait. Les gendarmes m'ont dit, mais si vous voulez pas sortir, on sera obligé de vous porter. Eh ben, je lui ai dit, je vous donnerai des coups de pied. Il faut se méfier des femmes de notre région. Et le fusil derrière le rideau. Le Languedoc-Roussillon porte encore les traces de sa double appartenance franco-espagnole, de ses frontières longtemps indécises. Le Roussillon, initialement espagnol, revient enfin à la France en 1659 par le traité des Pyrénées. Pourtant, depuis cette date, un territoire isolé de 13 km² est resté espagnol. La petite cité de Livia, qu'une seule route relie à l'Espagne. Et cette enclave revendique elle-même la propriété d'un terrain en France, le Plat des Bonnes Ores, près du lac des Bouillouzes. C'est sur ce lieu qu'a été construit par des Français dans les années 60 et sans permis, l'hôtel des Bonnes Ores. Viviane et Christian, deuxième génération de cette famille d'hôteliers, sont installés aux Bouillouzes depuis 1984. Ambiance familiale garantie, amis et clients y sont souvent les mêmes. On a vu des passes à toi, on a vu des biches ce matin. On les a vus pas, ça. Hein, on a vu des chevreuils et des biches. On est passionnés, on vient là parce que le cadre est magnifique, quoi. Il y a des lacs fabuleux, il y a un tas de choses qui sont fabuleuses autour des lacs. Hein. Les monosaures, les gens qui s'en occupent. Et en fait, voilà, tout ça, quoi. C'est tout un ensemble, quoi. Les Bouillouzes, c'est tout un ensemble de choses, quoi. C'est pas que la pêche, quoi. C'est un état d'esprit, hein. Aussi, ouais. Qui perdure hein, de génération en génération. On a tout ici, on a la nature, on a tout ce qu'on aime nous, quoi. Hein. La randonnée, l'esprit famille aussi ici à l'intérieur. Voilà, on a tout. Moi j'ai tous les éléments qui me plaisent ici et Christian, je crois que c'est pareil. Pour moi c'était pratiquement évident que j'allais revenir. Je suis très attachée au lieu. Et voilà, mais lui c'était pas forcément évident parce qu'il connaissait pas du tout la restauration. Il était électricien, ça n'avait rien à voir. Et il travaillait en ville aussi, donc ben voilà, ça s'est fait tout seul en fait. Hein. On a commencé par une saison et puis on est resté là. Le lac des Bouillouzes et ses abords est un site naturel classé et préservé. Viviane et Christian ne se voient pas vivre ailleurs. Rémi, leur fils, non plus, tant le virus de la pêche en a fait un enfant des Bouillouzes. Garde bien ta canoë quand tu vas propulser devant. Voilà. Essaye de ramener un peu plus rapidement pour que la mouche elle soit vivante sous l'eau, quoi. Allez, vas-y, relance. Voilà, c'est bien. Super. Ça s'améliore de jour en jour. Hein. Quand on est là, quand on a le vent dans les oreilles, tout ça, on en prend plein les yeux, pour nous c'est énorme. Enfin, nous on se rend compte depuis qu'on est là, c'est toujours pareil, on ne peut pas s'en lasser, quoi. Tous les jours c'est beau, quoi. On ne peut pas avoir un cadre de travail mieux qu'ici, je pense pas, quoi. On ne peut pas partir d'ici. Quand on y a goûté, on voit des papis de 80 ans qui disent déjà Rémi, c'est foutu, il est amoureux de la bouilleuse pour la vie. Ça c'est. Et je crois que c'est bien ça qui se passe. Mais comme dans tous les contes de fées, il y a un mais.
une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de ce bonheur tranquille. On n'est pas sûr que Rémi puisse prendre la suite, ou quelqu'un de la famille, parce que la commune d'Olivia devant récupérer les murs en 2030, on se prépare quand même à un jour à ne plus être là, quoi. Dans les années 80, au terme d'une longue bataille juridique, un compromis a été trouvé en faveur de Viviane et Christian. Ils ont obtenu le droit de continuer à exploiter leur hôtel jusqu'à ce qu'ils reviennent dans le giron de l'enclave espagnole en 2030. Malgré tout, ça reste un drame pour eux. Pour Valentin Souriagui, l'ancien maire de Livia, passionnément attaché à ce petit royaume, c'est une question de principe. Si l'on transige sur un mètre carré, c'est l'existence même de Livia qui est menacée. Le terrain de Buenos Aires appartient à Livia depuis beaucoup de siècles. C'est notre ce sentimentalisme et on veut rester là. On lutte pour préserver tout notre droit que nous avons. Le droit, c'est l'histoire. L'histoire, c'est le droit que nous avons acquis déjà des siècles avant. C'est une lutte constante. En attendant, le droit d'usage s'applique toujours. Les bouilloux et son plat des bonnes ors, là-haut dans la montagne, servent traditionnellement de pâturage pour les chevaux de Livia. Benansi, berger comme son père et son grand-père, conduit la transhumance chaque année début juin. Ce cheval, on le monte maintenant à la bouillouse, que c'est le pasturage de Livia. On est en France maintenant, on a passé la frontière ici on fait un moment pour aller à la bouillouse. Après 5 heures de marche par les sentiers de montagne, on arrive sur le plateau comme sur la terre promise. Ici se côtoient troupeaux français et espagnols. Les chevaux resteront là 6 mois en toute liberté. C'est le cheval hispano-breton qui s'appelle, c'est le cheval de la Mancha, le cheval. Quand ils viennent ici, ils mangent bien parce que cette herbe, il y a de la protéine, il y a tout ce qu'il faut pour le cheval. Aux Bonnes Ors, le berger retrouve ceux qui sont devenus ses amis au fil des transhumances et des années. On peut bien évoquer les problèmes de frontières et de propriété, car l'essentiel pour eux n'est pas là. D'aucune façon ça nous divise. Nous, même au contraire, quand on les voit venir, ils ont une culture catalane, espagnole, pas avec les mêmes règles que nous. Et de voir un peu cette liberté, cette fête, cet attroupement au milieu du plateau, pour nous, c'est de nouveau un bol d'air. Oui. Chaque fois qu'on les voit, on est très heureux de les voir. Il n'y a aucun problème de quoi que ce soit là-dessus. Entre nous, il n'y avait jamais de problème. Entre nous, politiciens, oui. C'est curieux que les gens qui ne vivent pas de la terre, les gens qui vraiment il faut que nous gouvernent, qui nous conduisent et nous unissent, c'est les mêmes qui dans un bureau et nous détachent. Ils disent vous êtes catalan, vous êtes français, vous êtes espagnol. Mais par contre, quand on regarde la télévision, il sort un politicien, c'est fini, il y a des problèmes. Je sais pas, dans le bureau, qu'est-ce qu'ils font? Il y a quelque chose qui ne les sent pas bien dans le bureau. Mais s'ils viennent au monde réel, ils verront qu'il n'y a pas de problème. Valérie a laissé sa place à sa sœur Viviane il y a une dizaine d'années. Elle est pour beaucoup dans la personnalité de l'hôtel et sait s'accommoder de sa précarité avec philosophie. Ça, c'est les premières photos en fait, en 84, où papa est vraiment responsable. Voilà, là, avec les chenillettes l'hiver. Rien que pour monter, c'était déjà une aventure. C'était tellement convivial qu'en fait, les clients devenaient vite des amis. Puis bon, moi je pense que ce lieu, il a quelque chose de magique. Mais bon, de notre côté, si on a la chance d'y être et que ma sœur puisse y travailler, c'est parce qu'en fait, aussi, il revient à l'Espagne. Parce que ça perd de sa valeur marchande, en fait. Et donc, forcément, ça aurait peut-être été repris à un moment donné. Il y avait le Club Med qui était dessus, et nous, on n'aurait peut-être pas la chance d'être là. Donc il faut, même si c'est dur pour nous, on profite du moment et je crois que c'est ça. On espère aussi qu'il y ait quelque chose... Qu'il y ait un compromis, qu'il y ait un compromis et que ça change. Et que ça change, oui, que ça puisse rester dans la famille. Mais on n'en est pas là. Et chaque matin se savoure lentement dans ce pays de soleil.
Pour l'instant, on se considère chez nous. Hein. On vit au jour le jour et on est bien chez nous. On est propriétaire jusqu'en 2030. Ça, c'est... Pour la suite, bon, on n'y pense pas trop quand même encore. Hein. C'est près, mais loin à la fois quand même. On a beaucoup à en profiter encore. Les lieux préservés et sauvages comme le lac des Bouillouzes se font rares. Et parfois, les premiers arrivés profitent du flou juridique qui peut devenir un avantage. C'est ainsi que certains privilégiés ont pu rester à l'écart du tourisme de masse, à l'heure où plus de 4 millions d'Européens se partagent chaque été les rivages du Languedoc-Roussillon. Entre Banyuls et Port-Vendre, sur la côte Vermeille, des îlots d'habitation ancrés dans la culture locale se trouvent pris dans les terres acquises par le Conservatoire du littoral. Ils se font alors aussi petits que possible, dans l'espoir qu'on les oublie un peu. Dans l'anse de Paulil, le long de la plage du Fourat, s'est niché un art de vivre spécifique à la région, le cazotte, l'équivalent catalan du cabanon marseillais. Précaires et modestes, ces petites habitations ont été édifiées sur les restes de cabanes de vignerons dans les années 50, sans permis de construire, et sur le domaine maritime, aujourd'hui propriété du Conservatoire du littoral. Alors que 500 de leurs semblables, près du Canet, ont été rasés en 1979, ceux du Fourat ont été jusqu'ici épargnés. Depuis une décision de justice de 1960 en leur faveur, c'est le statu quo. Mais les 13 familles du Fourat savent que la menace demeure. Ça, c'est chez nous, c'est chez les Clottes. La famille Clotte fait partie de ces irréductibles amoureux du Fourat. Martine vient ici depuis l'âge de 6 mois. Avec son mari Patrick, ils sont un peu les permanents du lieu. Du coup, ce sont eux qui accueillent, le plus souvent, le reste de la famille qui s'agrandit chaque année. T'as fait bon voyage? T'es belle. Mais vous venez 6 mois là ou vous venez... Il amène un chargement, hein, moi ça. Oh là là. Bon les filles, il me manque du matos là. La saucisse, j'en ai dit qu'elle n'est pas cuite. Putain, mais c'est pas vrai ça, vous êtes chiant. Non, mais elle n'est pas cuite sur les bords. Ben si, elle est cuite, c'est parce qu'elle est... Elle est rouge, c'est pour ça qu'elle est... Il te semble qu'elle n'est pas cuite. Il y a toujours un ingénieur qui vient te dire qu'il faut faire autrement. Toujours. Voilà le repas typique catalan. On s'engueule tout le temps, mais on s'adore. Allez, saucisse. Les repas tous ensemble, c'est un rite immuable. Et malgré la précarité, on est installé ici comme si c'était pour l'éternité. Ce soir, on te fera un calinou. On est 4 enfants. Il y a 2 mois d'été, juillet, août. Et il y a 15 jours pour chacun. Et on tourne. Et quand il y a des travaux à faire, on a une cagnotte. Et avec cette cagnotte, on fait tous les frais qu'il y a à faire. Il n'y a personne, il n'y a aucun problème. Tous nos enfants et petits-enfants, nous ne parlent que du Fourat. L'été, ils veulent venir en vacances qu'au Fourat. On vit, les uns dorment dans la tente, les autres dans la caravane, les autres dans la maison. Oh, elle est belle cette patate. Voilà. Je vais arriver à finir mes 3 pages là. C'est toujours pareil, c'est un truc de conservation. C'est Jean, le précurseur, qui a déniché ce petit coin de paradis au début des années 50, à l'époque où l'on pouvait tout se permettre. Mon père a été un des premiers à venir ici. Il n'y avait rien. On campait sur la plage. C'était sommaire. Hein. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. On se lavait à la mer. Et là, on a fait toutes nos vacances depuis qu'on est né. On est toujours venu là. On venait du 14 juillet, presque le 1er octobre, nous. Et après, avec les vignerons, ils avaient la vigne de vin. Avec les embruns, ça ne rendait pas la vigne. Alors, des maisons de vin, pour eux, ça les arrangeait. Hein. Donc, mon père a acheté... Voilà. Ça, c'était la maison au début. Avec les années, les casottes se sont fondues dans le paysage, gagnant ainsi en légitimité, en confort et en surface, 50 mètres carrés. Voilà, un petit frigo à gaz avec un petit congélateur. Et puis là, on arrive dans la salle principale. C'est mon père qui l'a fait, ouais. Tout. Il a fait ça. Et ça, c'était une cabane de chantier qui faisait la chambre. On veut garder ce chic comme ça, ce chic sauvage, si vous voulez. On veut garder ça. C'est notre petit paradis.
Et avec ces fenêtres, on se croirait dans un grand écran de la télé. C'est fabuleux, hein? On ne se lasse pas de cette vue. Hein? Difficile de ne pas se sentir propriétaire quand on veille de si près, depuis si longtemps et avec autant d'amour, à la beauté des lieux. On est un petit peu les gardiens aussi, hein? Ouais. Maintenant. On surveille. Hein. S'il y a un bateau en perdition, on est là. Et je crois que c'est le bateau corse qui est là-bas d'ailleurs. Le gros blanc, là? Ouais, il me semble. Oui, c'est le corse. Steve, Michel qui se baigne. Ah, la voisine, elle trouve l'eau chaude. Ah, elle a une étoile de mer. Ah, elle est belle! Elle a trouvé une étoile rouge. Dans cet univers sanctuarisé, le Conservatoire du littoral fait en sorte que tout soit définitivement conservé en l'état. Le site est classé et on ne doit rien toucher. Il faut qu'on garde les mêmes couleurs. Les volets, il faut qu'ils soient de la même couleur, les maisons aussi. Il ne faut pas qu'on change. On ne sait pas si on va les garder éternellement, mais... Ils voudraient bien nous voir déguerpir de là. Ouais. Ce lieu est paradoxalement resté intact grâce à une incongruité qu'on y implanta au 19e. Allez, viens, Lucas. On est dans la zone des dépôts de dynamite de Nobel-Bosel. Donc on avait l'usine qui était de ce côté. Toute la zone était interdite là, du fait de la dynamite. Parce que la dynamiterie ferme ses portes en 1984, une société civile immobilière envisage d'y construire plusieurs complexes touristiques. Mais le Conservatoire du littoral achète le site en 1998 et les projets promotionnels tombent à l'eau. Alors là, à droite, on a la baie de Banyuls. C'est chouette, hein? C'est une zone interdite à la pêche et tout ça. C'est une réserve, une vraie réserve maritime. Allez, viens là. Dans ce sanctuaire naturel, les casottes ont-ils encore un avenir? Pour exister un peu plus aux yeux de l'administration, les citoyens de la petite République ont formé une association. Ils se souviennent encore du procès intenté par la direction de l'urbanisme. À l'époque, ils avaient obtenu la relaxe. Mais qu'en serait-il maintenant? Pour l'instant, ils ont interdiction de vendre en dehors de la famille, à condition toutefois que l'État ne préempte pas en s'imposant comme acheteur prioritaire. Lucien, Raymond! On monte ou on descend? Il a qui, homme? Qu'est-ce qu'il nous a mis là? Attention, regarde, qu'est-ce qu'il nous a amené là? Bon, allez, moi ça, tiens. C'est pas gentil ça? Moi un coup de Banyuls, ça ira bien. Aïe, aïe. Allez, un petit coup de poumou là. Il faut avaler sur mesure. Allez, ah, regarde. Voilà la spécialiste. Voilà, c'est la spécialiste. Calme-toi quand même, chérie. On s'est dit que le fait de se regrouper en association permettrait peut-être de représenter quelque chose face aux autorités, quoi. On sent qu'on est quand même un peu pris en otage par le Conservatoire du littoral et qu'on n'est pas libre et on est un peu en sursis quand même. Donc on espère que nos enfants pourront en profiter, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Je pense que c'est nous qui tenons encore le fourrat après, on va voir. Ouais. On verra. Il y a 3 et 3, 6 et 4, 10 enfants. Alors on va partager la maison en 10. Je ne sais pas comment ils vont faire. Hein. Disons que le tour sera plus petit. Ouais. Voilà. Au lieu de faire 15 jours comme on fait, eh bien, ils seront obligés de faire une semaine. Ouais. Oui, ils étaleront sur l'année. Voilà. Mais c'est pas évident. Enfin, c'est pas évident. Non. Alors j'aime bien quand il plonge. Oh, hop là. Hop là, il est sous l'eau. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Une salade. Avec des gésiers. Oh là là. Après, nous, on le mettra pas dans la salle, chacun se le mettra. Avec des gésiers confits. Ouais, on partage. Parce qu'après, il y en a toujours un qui en prend plus dans la salade. Celui qui essaie de me truander, je le couillonne. Bon, il sera toujours temps de se battre. Plus tard.
Pour le moment, on profite. Et tant que tous les jours on a ça sous les yeux, pas besoin de se faire du cinéma. C'est grâce au Conservatoire du Littoral que la beauté de cette côte rocheuse est restée proche de celle qui a séduit les peintres fauves, Matisse et Derain, mais aussi Braque et Picasso. Même si la région accueille de nombreuses résidences secondaires, la côte catalane a moins subi les bétonnages que le reste du rivage méditerranéen. Au nord, sur la côte rêvée du Languedoc, l'urbanisation de vacances se fait plus dense, notamment sur le cordon littoral sablonneux. Mais à l'arrière, les immenses lagunes sauvages qui l'emprisonnent sont restées vierges, ou presque. À mi-chemin entre Narbonne et Perpignan, dans les Corbières maritimes, le petit port de Leucate, fondé par les Grecs, restera longtemps un des seuls havres naturels du sud du Languedoc. L'étang de Leucate, classé espace naturel sensible, a été préservé de la politique volontariste d'aménagement du littoral des années 60. Seul changement visible à sa surface, l'extension des parcs à huîtres qui dessinent un léger maillage et le sillage des bateaux qui exploitent ce savoureux jardin maritime. Ces mâts, comme on les appelle ici, sont installés côte à côte le long du Gros de Leucate, ce chenal qui relie la mer à l'étang. Ils appartiennent aux ostréiculteurs concessionnaires du domaine public maritime dont fait partie la famille Allary. Jérôme Allary, grandi et élevé au milieu des parcs à huîtres, développe depuis plus de 20 ans l'entreprise du grand-père avec sa mère et son frère. Les terrasses au bord de la rue sont la face dégustation et à l'arrière se trouve le matériel et les barges prêts à embarquer. Nous sommes la plus vieille famille ostréicole de Leucate. Je suis né à Leucate, j'ai commencé à l'âge de 17 ans. Mon grand-père, c'était l'un des premiers à faire les huîtres sur Leucate. Ça fait quand même plus de 40 ans que ces installations qui sont dans la famille, donc c'est quand même une certaine fierté, quoi. Ma mère, elle travaillait ici, moi je venais tout le temps travailler avec eux. Alors, 12 huîtres, moyenne spéciale, 12 moules. Et bon, ça s'est fait comme ça, quoi, en fait. Mon père a travaillé là jusqu'à l'âge de 83 ans. Quand il est parti, c'était pour aller au cimetière, quoi. Là où il doit être content de voir que ses petits-enfants ont repris son travail, quoi. Il a fallu beaucoup de travail pour passer de la cabane de pêcheurs à la PME mécanisée qui produit ses 60 tonnes d'huîtres par an. En tout, on est 9 à travailler ici. Mon frère, ma mère et moi, depuis 6 employés, quoi. C'est l'une des plus grosses entreprises sur le centre ostréicole de Leucate. Donc il faut quand même qu'il y ait du travail tout le temps. Il faut avoir tout le temps des huîtres pour faire la production. Il faut qu'il y ait quand même pas mal de salaire derrière, donc il faut assurer, quoi. Une entreprise qui grandit cherche à capitaliser, à se construire un patrimoine pour se développer. Mais c'est une notion difficile à concevoir quand on est concessionnaire du domaine public. Ici, ni l'eau, ni le sol, rien n'appartient aux ostréiculteurs, à l'exception de leurs installations de travail. Alors oui, dans le meilleur des cas, on peut transmettre sa concession à quelqu'un de sa famille. Mais il est plus compliqué de vendre et encore plus de donner une valeur à un patrimoine frappé de précarité. On est sur du domaine qui n'appartient pas aux ostréiculteurs, qui appartient à l'État. Évidemment, il y a un cahier des charges. Ce centre est avant toute chose un centre de production et il doit le rester. Parce que si jamais la production venait à décliner ou à être négligée, ce serait purement et simplement la fin de l'ostréiculture à Leucate. Une précarité qui se double de celle qu'impose parfois la nature elle-même. C'est le cas avec ce virus qui, depuis quelques années, fait des ravages chez les jeunes huîtres. On va aller voir les petites huîtres pour voir si elles ont poussé, s'il n'y a pas trop de mortalité dessus. Le dernier comptage qu'on avait fait, on avait 60% de mortes. Voilà. Il y en a 4 ou 5 qui sont vivantes là sur la main et tout le reste de l'autre main, tout est mort, quoi, en fait, quoi. On a un virus qui est dans l'eau, qui n'est pas dangereux pour l'homme. Et en fait, le souci qu'il y a, c'est que dès qu'on arrive à 18-20 degrés,
ce virus se propage et fait mourir les petites huîtres. En fait, quoi. Il y a 3 ans de ça, on avait mis 2 millions de petites huîtres, on a récupéré 200 000, quoi. 10%. Quoi. Chaque fois qu'on parle avec les scientifiques, ils nous disent dans 5 ans, on aura trouvé la solution. Mais bon, ça fait déjà 5 ans qu'ils nous le disent, donc on attend. Mais bon, on sait qu'à un moment donné, ça va se retourner, mais quand? C'est le gros souci, quoi. Une partie de la solution, au moins pour passer le cap de la crise du virus, serait de pouvoir commercialiser, par exemple, des crevettes ou des bulots venus d'Atlantique. Et 25. Impeccable. Bonjour, madame Larry. J'y manquerai pas. À bientôt. Malheureusement, la loi qui s'attache à la concession du domaine public s'y oppose. La tentation, elle est grande, surtout en cette période où nos huîtres connaissent une forte mortalité, de ne plus pratiquer que de la revente ou de la dégustation. Mais ça serait, c'est une vue court terme. C'est là que Jérôme montre ses qualités d'entrepreneur. Loin de se tenir pour battu, il trouve une sortie par le haut. En faisant appel à une mécanique sommaire, il simule le mouvement des marées et améliore la saveur de ses huîtres ainsi que leur rentabilité. C'est une opération qu'on renouvelle 2 à 3 fois par semaine. Du fait qu'on n'ait pas les marées comme à l'océan, ça sert à les faire se durcir et à faire une meilleure qualité d'huître. En fait, le produit est plus dur et la chair est plus ferme. Quoi, en fait. C'est une huître qu'on a appelée l'huître de la Caramoune. C'est un peu par rapport à notre grand-père qui a commencé là-bas. Donc Caramoune de l'autre côté de l'étang. C'est là que l'ostréiculture a commencé sur le 4. Donc c'est un peu un hommage un peu à mon grand-père. De très belles huîtres à la chair ferme et au goût intense, dont l'ostréiculteur a de quoi être fier. En termes de chair, c'est magnifique. Quoi. Vous mangez ça le matin avec un petit verre de vin blanc. On est content qu'on arrive quand même à faire une belle huître, mais qualité supérieure, ça fait plaisir. Quoi. On se régale de faire ce métier. Quoi. Sinon, avec les contraintes qu'on a, si ça ne nous plaisait pas, c'est pas viable. Quoi, en fait. Parfait. Merci. Bon appétit. Pour des retraités, c'est pas l'idéal, ça? Un coup de vélo, des huîtres, un petit coup de blanc le matin, et quoi de mieux? Ça change de la vie parisienne. Hein. Le privilège d'être connu de la maison, c'est qu'il y en a 13 au lieu de 12. C'est rare d'ailleurs de trouver des huîtres à cette époque-là qui soient aussi vertes. Ouais. En général, sur Oléron et tout ça, elles sont beaucoup plus laiteuses à cette époque-là de l'année. Au début, quand on venait, c'était à l'ancienne, quoi. C'était beaucoup plus rustique. Ils ont amélioré un petit peu tout ça, ce qui fait un petit peu la différence peut-être avec d'autres. Malgré les écueils et les difficultés, les frères Alary, Jérôme et Laurent, ont de bonnes raisons de parier sur l'avenir. Leur véritable patrimoine, celui qui a le plus de valeur, c'est leur concession de 40 ans renouvelables, mais aussi, mais surtout, un savoir-faire à transmettre. On aimerait que les enfants reprennent, mais il y a encore une dizaine d'années avant qu'ils puissent venir travailler. Donc déjà, ils vont faire l'école, et puis après, ils verront ce qu'ils veulent faire. Il ne faut pas les contraindre non plus. Quoi. En fait, c'est d'eux que ça doit venir. Alexandre, lui, n'a aucun doute. Il sera à son tour le roi de l'huître Caramoune. Les ostréiculteurs de Leucate, comme tous ceux qui travaillent avec la nature, connaîtront encore d'autres épreuves. Les vignerons sont confrontés aux mêmes aléas. Plus grand vignoble français, le Languedoc-Roussillon a connu le phylloxéra, mais aussi la concurrence nord-africaine et la surproduction. Avec l'arrachage et la restructuration drastique de leurs vignes, les vignerons du Languedoc savent le prix à payer pour gagner en qualité et en rentabilité. Entre Corbière et Montagne-Noire, le vignoble du Minervois, vaste cuvette orientée plein sud, est l'un des théâtres de ces combats du terroir. Sur la petite commune de Périac-Minervois, le domaine du Violet étend ses 44 hectares de terre autour d'un gros château composite bâti sur les restes d'une villa gallo-romaine. Quand Émilie et Jean Fossier achètent la propriété en 1963, après avoir vendu les 4 vignobles hérités de leurs parents, c'est rapidement le succès.
Le vin du Roussillon commence à gagner ses lettres de noblesse, le terroir affirme ses qualités et les années 60 font de la plupart des entreprises des success stories. Jean fera de Viollet un grand vin du Minervois, tandis qu'Émilie développera une clientèle haut de gamme autour de son château-hôtel. La vigne, le vin, moi j'ai entendu parler de cela toute ma vie. Mon père était viticulteur, mon mari, mon fils. On était enracinés ici. Le château était un château hôtel et restaurant 3 étoiles. J'avais des clients qui venaient du monde entier, qui étaient contents, qui revenaient, qui m'envoyaient des amis. Il y avait la restauration, il y avait l'hôtellerie, la visite de la cave, les dégustations. J'imaginais les enfants installés. Dans notre idée, bon, le château était pour Isabelle et l'exploitation était pour Bernard. Et là, j'allais passer en 4 étoiles. J'avais une banque qui était d'accord pour me soutenir. Les plans avaient été faits. Tout était prêt à démarrer quand cette catastrophe est arrivée. Son mari meurt en 2001, la laissant seule aux prises avec banques, fisc, créanciers, conseillers plus ou moins bien intentionnés. La valeur de la cave ne suffit plus à couvrir le montant de la dette qui augmente inexorablement. Mais Émilie ne se résout pas à la défaite. Elle va trouver dans le combat contre ce qu'elle considère comme une somme de malchance et d'injustice une raison de s'accrocher à sa propriété, même si tout le monde ne la suit pas. Les scellés ont été mis sur toutes les portes, sur toutes les entrées. Et je ne peux plus rentrer dans aucun bâtiment. À 81 ans, Émilie refuse de quitter les lieux et entre en résistance. Elle se réfugie dans une petite dépendance au-dessus des caves où elle réinvente le système D. Car on lui a pris sa voiture et elle n'a plus ni eau courante ni électricité. Heureusement, son jardin entretient sa joie de vivre. Voilà, il y a le petit oiseau qui se charge aussi et qui me sert un peu de chevet. Ça me permet de regarder l'heure, d'attraper une bricole sur la table de nuit. Mais enfin, l'hiver dernier, sans chauffage du tout. Et il y a des jours où j'ai dormi tout habillée et avec plusieurs duvets sur le lit. Il faisait 4 dans ma chambre. En 2005, Émilie fait la connaissance d'un avocat toulousain qui va changer le cours de son histoire. Bonsoir, maître. Bonjour, Mme Fossier. En forme? Oui, ça va toujours. Regardez, depuis hier, j'ai 2 panneaux qui me donnent une lumière dans la cuisine et 1h30 de télévision. Je vous suis? Avec Maître Serré de Roc, en 8 ans, elle remporte plusieurs victoires judiciaires. À la mort de son mari, elle a eu besoin de faire appel à des hommes d'affaires. Elle est tombée sur des gens qui sont peu scrupuleux et qui ont essayé de s'approprier le domaine, qui suscite dans la région de nombreuses envies. Dans ce dossier, on a eu de belles victoires puisqu'il y a eu une multitude de procédures de mise en vente du domaine. Toutes ont échoué jusqu'à ce jour, grâce à Dieu. Donc globalement, les choses se sont sérieusement améliorées pour Mme Fossier. Je me battrai jusqu'à la fin. Mais ce que je voudrais, c'est avoir la certitude qu'on me laissera chez moi. Bon, après, la procédure, ça prendra le temps que ça prendra. Un jour, on a ri avec les gendarmes qui m'ont dit « Mais si on nous donne l'ordre de vous expulser, si vous ne voulez pas sortir, on sera obligé de vous porter. » Et bien, je lui ai dit « Je vous donnerai des coups de pied. » Il faut se méfier des femmes de notre région. Puis j'ai dit à l'épicerie que je prenais des cours d'arts martiaux. Elle est là, près de la porte, et le fusil est derrière le rideau. Mais tous ces combats ont laissé des traces. Émilie s'est brouillée avec sa fille, son fils Bernard a quitté l'exploitation et elle n'a pas vu grandir ses petits-enfants. Aujourd'hui, le contact est en partie renoué, mais il faut réapprendre à se connaître. Je les aime, ces vignes-là, enfin, j'aime ce terroir. Mais c'est vrai que ça fait 10 ans là maintenant que tout est sous clé, et tout est... Enfin, on n'a plus le droit de rentrer dans les locaux, dans les caves. Le matériel s'est dispersé, c'est quelque chose à remettre en marche. Moi, je trouve ça colossal comme travail. Il faut beaucoup d'argent,
J'ai plus envie d'être optimiste. Ça fait tellement longtemps. Parce que toutes ces années de déconvenus en déconvenus et d'espoir et de mauvaises nouvelles, ça fait mal d'être optimiste. Enfin, ça fait mal. On est toujours déçus. C'est Ben clair. voilà. Donc, Et je suis vraiment fière de vous, de ne pas lâcher. On me prend pour une illuminée qui s'accroche à une affaire perdue. Et ça me fait du bien de voir que mes enfants pensent qu'encore il y a quelque chose à faire. Comme dit Bernard, il faudrait des capitaux, donc il faudrait trouver des investisseurs, mais qui soient motivés comme nous, non, qu'on avance ensemble, qu'on reprenne. Il y a la réputation du domaine, là, il y avait la réputation de nos vins, c'est une base pour repartir. Moi, mon rêve, ça serait de trouver un investisseur, mais je trouve des investisseurs qui veulent tout. Qui veulent tout en me fichant dehors. Bon, et moi, j'irai où? Émilie reste déterminée, même si elle sait que sa famille n'exploitera peut-être plus jamais le vignoble du Violet. Le Languedoc-Roussillon est historiquement connu pour sa production de vins de table, dont la région est la première productrice en France. Sur les terres arides du pays catalan, le vieux combat entre la garrigue et la vigne tourne à l'avantage de la seconde. Le vignoble représente maintenant plus de la moitié de la surface agricole. Ici, une autre femme de caractère redonne vie en biodynamie à des vignes destinées à l'arrachage. Il faut une précision quasi militaire pour ne pas se perdre le long des routes enlacées et minuscules qui mènent à Tareyrac. En clair, on ne rencontre pas Dominique Ovette par hasard. On la trouve une bonne partie du temps ici, dans la cave communale de Montalba-le-Château, où elle a installé ses cuves et ses fioles. Je rince pour passer au blanc. Déjà, je l'écoute. Ça fait un bon bruit. Ça fait un bon bruit. Quand ça fait tch comme ça, c'est que ça travaille. Quand ça picote, ça fait tip, 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 c'est qu'il y a les fermentations malolactiques qui attaquent. Et si les sucres ne sont pas finis, on est emmerdé. Dominique Ovette, grande cavalière et ancienne monitrice de ski à Val d'Isère, n'est pas un modèle courant. Elle s'est attaquée à la viticulture il y a plus de 30 ans et s'est fait un nom grâce à son domaine en Provence, un vin réputé, plus rien à prouver là-bas. Mais en 2000, elle tombe amoureuse des Pyrénées-Orientales et décide de s'attaquer à cette nouvelle montagne. Ici, elle remet tout en jeu, son nom et son savoir-faire. Ça s'est fait absolument par hasard. Un jour, sur la route en bas, il y avait un accident. Donc, comme la route était coupée carrément, je suis passée par la montagne et j'ai découvert cette région, là, ce balcon qui est plein sud, face au Mont Canigou et face à la mer. J'ai trouvé ça absolument époustouflant comme décor. Et comme la montagne a nourri mon enfance, je me suis dit, vraiment, c'est là où j'ai envie de vivre. Et puis, voilà, 20 ans après, ça s'est fait. J'ai eu l'intuition qu'il y avait un grand terroir. Je cherchais un espace pour vinifier, c'est assez compliqué. J'ai pris des vignes qui étaient bonnes à être arrachées parce que ça vaut rien et que les gens n'en voulaient plus. Et donc je suis partie d'un matériau très faible dans tous les sens du terme. Mais bon, avec du travail, oui, il y a des choses grandes à faire par ici. Bon, moi j'ai que des arènes granitiques. Mais ce sont des sols qui réussissent très bien. Tout le nord de la vallée du Rhône sont des sols granitiques. On y fait des vins d'exception et pourquoi pas ici. Tout ce carré-là, c'est chez moi, de l'autre côté de la route, là, aussi, ça en fait partie. Après ça, j'ai un morceau là derrière. J'ai des morceaux là-bas, alors qui sont orientés tout à fait à l'opposé, ils sont à l'est, au soleil levant. Là-bas, j'en ai au nord, alors pour les blancs, c'est beaucoup mieux parce que c'est plus frais. J'en ai encore sur un fond qui descend là-bas, j'ai des Diadouner, c'est un mélange de grenache et d'autres choses, enfin. Et puis j'en ai un petit peu par là aussi. J'ai à peu près toutes les expositions, mais tout le monde a un peu des petits morceaux de tous les côtés. Et là, j'ai mon Canigou.
Les vignes de Dominique sont à part. Contrairement à celles de ses voisins, elles sont cultivées en biodynamie. La santé de la terre prime sur le reste. Tout ce paysage qui est magnifique, en fait, il est déjà plus ou moins moribond, malheureusement, à cause des cultures chimiques où on empêche la vie dans le sol. Et je trouve ça très dommage. Là où il n'y a pas de la vigne, tout part en friche. Alors d'un autre côté, ça revit. La nature reprend ses droits. Ça va vite, du reste. J'ai eu la chance d'avoir de l'espace, mais je pense que c'est aussi une maladie. Et avoir un petit jardin, quand je vois dans les banlieues d'Entrefort où il y avait des petits jardins, chacun il faisait pousser sa carotte, son truc, bon, c'est sûr, c'est mieux que rien. Mais moi, j'ai la chance d'avoir rien qui m'arrête le regard, c'est autre chose. Bon, moi, j'aime bien manger la syrah. Parce que ça a des peaux assez fines et une structure tannique délicate, c'est bon à manger. Les grenaches, c'est pas très bon. Les cabernets sauvignons, c'est pas très bon. Les carignans, c'est pas terrible. La syrah, c'est très bon. À une époque, je faisais même des cures de raisin. Je mangeais que ça pendant 10 jours. Ça désintoxique et ça purifie le sang, l'esprit, les humeurs. En une dizaine d'années, Dominique Ovette s'est constitué un domaine d'une vingtaine d'hectares, dont 16 lui appartiennent. Moins de 7 hectares, jusqu'à 10, disons, on peut travailler seul. Mais si on travaillait seul dans la vigne, on travaille seul à la cave et qu'on travaille seul pour vendre le vin, ça j'ai fait ça jusqu'à 7 hectares, entièrement seul. Bon, il faut travailler beaucoup, on n'a plus de vie privée. Donc après on grandit pour avoir un ouvrier. Et donc effectivement, il y a un peu des paliers. Dominique est seule aux manettes. Elle veut tout faire et ne s'arrête jamais. J'ai une petite structure dans laquelle moi je suis à la production. Donc déjà j'économise un salaire. On va mettre des coins à barrique. On peut la repousser à la main, c'est quand même pas très lourd. Là, la sangle. Oui, mais pour la mettre debout, il faut qu'elle ait tourné. Au lieu de la rentrer par le pied, il faut la rentrer par la tête. Et puis, j'ai la chance d'avoir une puissance de travail très supérieure à la moyenne. De moins en moins aujourd'hui, disons. Mais enfin bon, j'ai toujours abattu beaucoup de travail. Et on a perdu une cale, tiens. J'ai la chance d'être rapide. Et puis, j'ai la chance d'être polyvalente, c'est-à-dire que je peux faire une soudure sur une machine, aller répondre en baragouinant l'anglais à un client, aller en visiter un autre dans un grand restaurant étoilé au guide Michelin, et après ça, aller à la cave et brancher les manches sur la pompe et tirer le vin moi-même. Donc, je peux être au four au moulin, bon ça aide. Avance. Allez, regarde. Elle est plus lourde que les autres, c'est pas la camelote italienne. Hein. On est deux. C'est du français, ça. On est deux, puis on a un athlète. T'as vu les biceps? Ça, c'est un homme, un vrai. Hein. Il a été fait dans le Loir-et-Cher, c'est dire. Ouais. Allez, casse-toi, toi. Pour savoir si c'est mûr, alors, il faut les manger, évidemment. Il faut regarder la gueule du pépin. Si le pépin est marron, c'est que c'est mûr. Si le pépin est vert, c'est que c'est pas mûr. À peu près 1,2 kg, ça fait 1 litre. On va dire qu'il y a une quinzaine de bouteilles par caisse, mais en fait, il n'y a pas ça parce que c'est des grains, c'est petit, il n'y a pas beaucoup de jus là cette année. Avec 25 000 bouteilles cette année, la production est en légère progression. Mais pas question du moindre bénéfice une fois toutes les charges payées. Vas-y, allume là la pompe. Ah, ça va pas. C'est ton machin, il ne faut pas l'accrocher là, il faut l'accrocher là. Oui. Essayez de ne pas te l'envoyer sur la tête maintenant que tu n'as plus de cheveux. Alors là, l'avance pas trop non plus. Ça conviendra comme ça? C'est bien vivant et faire du vin même, c'est presque comme un enfantement. Faut aller voir l'enfant. Bien dit là. Non, je sais ce que ça sent. Ça sent le raisin. Dominique ne vit que pour la terre et passe sa vie dehors. Elle rentre chez elle, au village, le moins possible. C'est un peu une maison dortoir. Bon, en même temps, j'aime bien y être confortable.
Mais c'est pas un endroit où je passe énormément de temps, c'est sûr. Donc ça me va très bien. Je suis assez solitaire, donc ça ne me dérange pas outre mesure, mais d'un autre côté, ça ne m'aide pas non plus parce que je ne vais pas trop vers les gens. Alors je les croise dans la rue, je dis bonjour, ça s'arrête là. Eh bien, dépêche-toi. Si je prenais le temps de discuter avec eux, certainement que mon intégration irait plus vite. Les paysans sont des gens, déjà ils aiment leur terre, ils n'aiment pas trop qu'elle soit profanée par des étrangers. Et les étrangers sont globalement assez mal vus. Les gens qui viennent s'installer chez vous, c'est un petit peu partout pareil ça. Donc il faut déjà faire son trou, se faire respecter, il faut des années et des années. La vigne que je plante aujourd'hui, elle va faire des raisins à 3 ans, c'est sûr. La qualité va arriver à 8 ans et ça va être franchement bon à 15 ans. Ce que je plante, c'est évidemment pas pour moi, pour la génération d'après. On rejoint les philosophies des Indiens d'Amérique qui disaient qu'on emprunte la terre à nos enfants. Donc on travaille pour après. Alors effectivement, dans ce cadre-là, si vous voulez, on a envie de transmettre à des gens de sa famille, de son sang. Mais déjà à partir du moment où j'ai pas eu d'enfant, je ne m'inscris pas dans une ligne normale parce que le rôle de la femme, c'est de procréer et d'assurer la survie de l'espèce. Bon, déjà ça, je ne le fais pas, donc je suis amputé d'un truc. Après ça, les vignes, si vous voulez, j'ai fait le démarche avec ma propre stérilité, donc les vignes, je les soigne comme si j'allais les transmettre et puis qui va les reprendre, ce ne sera pas mon sang, pas ma famille, mais ce n'est pas grave. Je travaille dans la continuité d'un patrimoine qui est à mes yeux extrêmement important parce que c'est la terre qui nous porte et qui nous nourrit. Dominique illustre une économie difficile et un concept du patrimoine fait davantage d'emprunt que de possession, de travail que d'accaparement. À quelques kilomètres de ces montagnes sauvages et isolées, une autre renaissance a pris forme dans un contexte urbain. Si les Pyrénées-Orientales regorgent d'espaces vides, Perpignan, capitale de la Catalogne française et ancienne capitale du royaume de Majorque, est aujourd'hui en plein boom démographique. Cette ville que Dalí mit au centre du monde profite de sa situation entre les 2 grandes villes européennes de Barcelone et Montpellier. Comme dans beaucoup de villes moyennes, ce sont des dynasties familiales qui ont fait l'essor de Perpignan et de sa région au XIXe et XXe siècle. Elles y ont construit hôtels particuliers et châteaux et y ont fait venir des artistes et des artisans célèbres dont elles ont été les mécènes. La plus prestigieuse et probablement la plus fortunée de ces dynasties est celle des Bardou. C'est leur hôtel particulier de plus de 1000 mètres carrés qu'Henri et Françoise Quintat ont découvert et acheté en 1983. Eux-mêmes industriels et décorateurs perpignanais de souche, ils ignoraient l'existence de ce trésor profondément enfoui au cœur de la capitale catalane. On pourrait être à Venise, on pourrait être ailleurs, et pourtant on est à Perpignan. Ce qui est quand même incroyable d'avoir pu trouver ça en plein cœur de la ville, une maison qui finalement a été remise au goût du jour en 1886 par une famille qui s'était enrichie. La famille Bardou, ce sont des gens très simples qui, tout d'un coup, ont fait fortune en inventant la mise en carnet de papier à cigarette. Jean Bardou, boulanger et villageois né en 1799 et fumeur lui-même, dépose le brevet d'un petit distributeur de papier à cigarette et rencontre un succès immense. Il est en outre un esthète, cette maison en est la meilleure preuve. Ses 2 fils, Joseph et Pierre, vont conquérir le monde avec les papiers Job et Le Nil. Esthètes eux aussi et patrons visionnaires, ils inventent la notion de marque et l'affiche publicitaire. Avec Mucha, Chéret, Toulouse-Lautrec, Hatché, ils vont faire paraître entre 1894 et 1914 une série d'affiches qui vont marquer l'apogée de l'art nouveau français. C'était véritablement un nouveau riche, on peut dire, mais qui avait du goût. Et qui, même si ce n'était pas son goût personnel, a su faire appel à des gens de goût, des gens originaux. Ils ont su s'entourer d'artistes, de céramistes, de peintres, de décorateurs, de marbriers, de menuisiers qui étaient capables de traiter des sols en parquet magnifique. Les plafonds peints, ici c'est celui qui est peint par Louis Bardet, qui est un peintre lyonnais. Des céramistes très connus comme Théodore Deck. Je pense que c'est dû aussi à Petersen, l'architecte, qui était très en avance, puisqu'il faisait
des dressings et des salles de bain à côté des chambres, ce qui à l'époque était quand même rare. Ils étaient vraiment novateurs. Dans cette maison, le sigle Job est partout. Il contient naturellement les initiales J et B de Jean Bardou. Le O, qui était à l'origine un blason aux armes de Perpignan, est avec l'usage devenu un losange. Et puis un O. Et puis Job est devenu l'institution que l'on sait. Mais les Bardou, lassés de la ville, sont partis s'installer à la campagne, laissant les bons génies de la splendeur d'antan s'installer dans les salons obscurs et en prendre soin. Nous cherchions un appartement et l'agent immobilier nous dit « Venez voir quelque chose que je viens de rentrer ». Et nous nous sommes retrouvés ici, complètement hébétés, on peut dire, parce qu'on comprenait qu'on était dans un lieu comme ça extraordinaire, mais cette maison, bien sûr, n'avait ni plantes, ni meubles, l'électricité était à 110, les sols étaient poussiéreux, mais elle était extrêmement saine. Il n'y avait pas d'humidité, il y avait juste cette impression de mystère, de poussière, d'obscurité. On avait l'impression d'être un prince plus ou moins charmant en train de découvrir le château de la Belle au Bois dormant. On était étonnés de cet endroit très silencieux, très abandonné, mais très beau, très, très rare. Et c'est quelque chose qui nous a immédiatement plu. On a eu, on peut dire, un véritable coup de foudre. Le lendemain, on retournait voir les agents immobiliers pour leur dire « Écoutez, très bien, cette maison nous plaît, on ne discute pas le prix, c'était une pure folie pour nous, mais on a foncé. » Et je crois que ça a été un acte de courage et d'inconscience dans notre vie, mais qui a été une décision que nous n'avons jamais regrettée. Cette maison a été inhabitée pendant plus de 50 ans et rien n'avait vraiment changé. Simplement, cette maison avait été entièrement vidée de son mobilier. Ça a laissé complètement libre cours à notre imagination et à notre idée de décorer tout ça, tout en tenant compte d'une personnalité très forte des lieux qu'on a absolument tenu à respecter. En fait, on a voulu donner et de la couleur et de la lumière, et donc de la vie, à une maison qui en manquait. Nous avons eu beaucoup de chance de profiter de cette maison et malgré le coup de folie, d'aller jusqu'au bout. Mais je pense aussi que la maison a eu beaucoup de chance de nous trouver parce que cette maison était destinée à être divisée par niveau. Une catastrophe pour la maison elle-même parce qu'elle est un tout unique et là, c'eût été certainement un désastre. Leur maison est leur source d'inspiration et la vitrine de leur savoir-faire. Car les Quintas sont des industriels. Ils promeuvent l'art de vivre catalan à travers leur propre magasin, Maison Quinta, et leur dernière création, les Toiles du Soleil. En 1994, ils rachètent une usine oubliée de tissage traditionnel à Saint-Laurent-de-Cerdan. Elle est la dernière manufacture textile du Roussillon, à 1 heure de Perpignan, non loin de la frontière espagnole. Aujourd'hui, la collection de tissus catalans des Toiles du Soleil est une réussite. Une 7e boutique vient d'ouvrir cette année au Japon et une 8e à Moscou. Ralph Lauren et Yves Saint Laurent font appel à leur service. Henri, viens voir le Mondador. Plastifié. Viens voir la couleur. Pourquoi ça fait cette couleur ici et pas là? Parce que ça dépend comment le film plastique a été mis sur le tissu. À ce moment-là, il fallait le renvoyer quand on a vu ça. Parce que celui-là, moi, je le trouve pas mal. Hein. Oui, celui-là, oui. Les Quintas ont réengagé 9 salariés sur les 12 d'origine. Ils ont créé de nouveaux emplois dans cette zone qui subit une forte désertification, tout en faisant perdurer le savoir-faire traditionnel. Notre travail à l'usine a été de continuer ce que les générations précédentes en avaient fait. On a aussi participé d'une certaine façon à son sauvetage, parce qu'à un moment, c'était pas très brillant pour cette pauvre usine. Aujourd'hui, que la barre a été redressée, c'est une satisfaction pour nous de penser que, sorti de ce tout petit village de Saint-Laurent-de-Cerdan, on retrouve nos produits à New York, à Tokyo, à Moscou depuis récemment, à Paris évidemment, un petit peu partout en province et en Europe. Mais ça n'était pas notre ambition d'origine.
Tout comme la maison d'ici, on n'a pas réfléchi en l'achetant, en se disant mais oui, on va faire une œuvre extraordinaire en la sauvant. C'était pas ça. On a été simplement pris d'un coup de foudre total qui a fait qu'on a foncé comme des inconscients. Inconscient, plutôt lucide et entreprenant, puisqu'il reste capable, malgré la saveur du présent, d'imaginer, sans y voir la fin du monde, qu'un jour il serait sage, voire passionnant, de passer à autre chose. L'idée de quitter cette maison un jour, moi, ne m'angoisse absolument pas. Ça va un peu plus m'arracher le cœur. Je sais que toi, tu as du mal à envisager. M'accrocher un peu au rideau, mais mon cheminement se fait. Et je pense pas que sur les enfants qui reprennent la maison, parce qu'ils ont tous leur vie ailleurs. Moi, j'ai pas envie qu'ils se sentent obligés de reprendre une telle maison qui est très lourde. Et moi, je vois aucun des quatre capable tout seul de s'en occuper. Et leur coller ça à tous les quatre, s'en occuper, c'est un cadeau empoisonné. Bien sûr qu'on l'aime et qu'on l'adore encore aujourd'hui, mais je pense qu'on s'en séparera, bien sûr avec une certaine nostalgie, mais je crois que ce sera une nostalgie liée à aussi une forme de soulagement, parce qu'on se sentira plus léger d'avoir quelque chose de plus facile à vivre au quotidien. Il est certain qu'après, moi je vois quelque chose d'extrêmement simple, peut-être d'extrêmement moderne, parce que la coupure sera quand même assez violente, mais on en aura besoin. Je crois que le moment où on sera mûr pour ce type de changement de vie, ce sera devenu une évidence. Ce que sera le futur de cette maison, évidemment, on ne le sait pas, mais on ne peut qu'espérer qu'elle trouve, après nous, des propriétaires tout aussi enthousiastes, et on y croit. Si les Quintas devaient laisser à d'autres l'ombre fraîche de leur hôtel perpignanais, ce serait pour la lumière de la mer, à quelques kilomètres de là. Plus on s'approche du littoral, plus la démographie s'emballe. Le pays catalan, on s'y déplace éventuellement, mais on ne le quitte pas. Au contraire, on y arrive en nombre. Ce sont les villes de Montpellier, Nîmes, Perpignan et Béziers qui accueillent la moitié de la population du Languedoc-Roussillon. Située sur le grand axe de communication joignant l'Espagne à l'Italie, Montpellier est la véritable capitale et le poumon économique de la région. La moitié des Français pensent que la vie est belle à Montpellier. Contrairement aux idées reçues, les retraités sont peu nombreux parmi les nouveaux arrivants, qui sont essentiellement de jeunes actifs. Sébastien, 33 ans, est steward chez Air France. Originaire des Ardennes, il a vécu à Genève avant de choisir le Languedoc-Roussillon qu'il connaît depuis ses vacances d'enfant. J'ai toujours été passionné par les avions depuis que j'ai 4 ans. C'est un souvenir des Baléares où j'étais parti avec mes parents en vacances et j'avais passé la journée à courir après les avions sur la plage. Tout le monde m'avait dit, Seb, il finira dans les avions. Et Seb, il a fini dans les avions. J'adore voyager, ça c'est évident. Il faut aimer cette vie d'un peu nomade. Tu sais jamais trop où tu vas, tu sais jamais trop qui tu vas rencontrer. Quand je rentre après un vol, souvent fatigué parce que le décalage, parce que la durée du vol fait qu'on est souvent un petit peu, je suis souvent un petit peu fatigué. J'ai besoin de calme et j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de profiter de mon appartement. Après avoir été locataire dans le centre de Montpellier durant des années, Sébastien a acheté en 2011 un appartement au Cress, à 6 km de la grande ville. C'est mon premier achat, donc voilà, je l'ai investi aussi comme je le voulais, je m'y sens bien. Je ne l'ai pas visité sur le coup parce que j'ai acheté sur plan, donc l'appartement était en construction. Et je suis tombé par hasard sur cette agence à l'époque où il y avait le volcan en Islande. J'étais bloqué à Hong Kong et par le pur hasard, j'ai cherché sur Internet et je suis tombé sur cet appartement-là. J'ai appelé directement à l'agence immobilière depuis Hong Kong et pensant que c'était une blague parce que t'as pas beaucoup de clients qui appellent depuis Hong Kong pour acheter un appartement. On a sympathisé assez facilement et du coup, de fil en aiguille, j'ai finalisé mon projet d'achat dans cette résidence. Dès lors où j'ai acheté mon appartement, j'ai eu envie de passer à autre chose. J'avais envie de créer une espèce d'ambiance de loft, quelque chose de très contemporain, très moderne. J'ai apporté ma touche personnelle, mais j'aime beaucoup les plantes aussi, donc j'ai voulu créer un univers apaisant, un peu reposant, assez moderne, et c'est vrai que ça, j'aurais pas forcément pu le faire ailleurs.
Grâce à sa situation chez Air France, Sébastien a pu emprunter pour acquérir ce 2 pièces de 55 mètres carrés avec vue imprenable sur le pic Saint-Loup, Sainte-Victoire du Languedoc. La particularité ou la plus-value de cet appartement, c'est la terrasse qui s'ouvre sur l'horizon, la terrasse de 25 mètres carrés, qui est quand même pas anodin. Tu as l'impression d'être libre en fait. Quand tu ouvres cette terrasse, que tu es au dernier étage, en fait, tu as l'impression un peu de dominer le monde. Par cette ouverture, j'ai l'impression aussi carrément de m'évader en fait. À quelques kilomètres au nord de Montpellier, cette montagne réputée pour ses vignes culmine à 658 mètres. Visible de l'Hérault, du littoral et du Gard, c'est l'un des plus beaux sites naturels de la région des Garrigues. C'est un cadre de vie assez sympathique. Voilà, vous êtes ici à la fois à la ville, à la campagne. C'est ce que je recherche quand je rentre du travail essentiellement. C'est pour ça que j'ai acheté au Cress. Depuis une dizaine d'années, de plus en plus de jeunes actifs comme Sébastien quittent le centre de Montpellier au profit de sa périphérie. Pour répondre à cette demande croissante de logement, de nombreux lotissements voient le jour, comme ceux qui entourent la résidence de Sébastien. Entre la ville, la mer et la campagne, ces nouveaux habitants profitent de tous les charmes de leur terre d'adoption et de ses 300 jours d'ensoleillement par an. Sébastien s'offre le plaisir d'acheter son vin directement chez l'exploitant, au milieu des vignes voisines. Tu es derrière là? Bonjour. Ça va, ça va? Je pense à toi parce que j'avais une petite soirée ce soir, donc comme je sais que tu fais du bon vin, je m'étais dit que une petite dégustation, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Eh ben on va aller chercher goûter un peu de rosé. Allez, ça marche, on y va. Ce rosé, puis c'est le Viognier que tu prends d'habitude. Ouais, comme d'habitude. C'est très bien pour ce soir. Hop. Je te les emballe? Ouais. Et voilà. Les habitants du Cress partagent une vie de village. Sébastien reçoit ses parents, mais aussi ses amis, séduits comme lui, et installés depuis peu dans la même résidence. Mes parents sont fiers. Mes parents sont fiers de ce que je fais, de ce que je construis. Ils ont suivi l'évolution de la résidence avec moi, ils ont suivi l'évolution du projet avec moi, le plaisir que j'ai pu avoir quand mon prêt est accepté. Enfin, toutes ces petites étapes de vie quand tu achètes un appartement comme celui-là. Je sais que l'été prochain, j'aurai envie de transformer ma terrasse, de faire une ambiance plus zen, plus exotique. Forcément, comme c'est un projet qui évolue en permanence, les gens qui achètent par exemple des maisons, c'est des gens qui sont en permanence en train de faire des travaux. Moi, je sais que la base est faite, mais après, j'aurais peut-être envie de changer la blanc, j'aurais peut-être envie d'autre chose, d'autres couleurs. Voilà, de ce fait que l'appartement m'appartienne aujourd'hui, je sais que je peux faire un peu ce que j'ai envie et je sais que j'en aurai d'autres idées. Est-ce que ça vous dit si on rentre à l'intérieur là, parce qu'il fait un petit peu froid, non? Parce que je pense qu'on va faire un peu congelé. Ouais, le sud, là... Il y a les pour et les contre. C'est vrai que la location, ça te permet de partir, de changer rapidement. Après, quand tu es locataire, quand tu es propriétaire... si je veux le revendre demain, je peux le revendre demain. Tout à fait. Et repartir pour ailleurs. C'est toi, chez toi. C'est tes choix. Ça me rassure parce que je sais que j'ai quelque chose qui m'appartient aujourd'hui et qui est à moi. Maintenant, après, c'est contraignant et oui, ça non, peut pour être... l'instant, ça appartient à la banque, Titi. Non, mais c'est vrai. On a plutôt tendance à dire que ça nous appartient. Ouais, si tout d'un coup, quand tu es locataire, si tout d'un coup, tu as un problème dans la vie, bon, à la limite, tu peux toujours te retourner pour prendre moins cher, tu vois. Mais si tu es propriétaire, tu fais quoi? Tout d'un coup, tu te retrouves avec tout qui te tombe. Tu es obligé de vendre. Ouais. Sinon, tu es saisi. Tout à fait. C'est plus une contrainte, en fait, d'être Tu es propriétaire. saisi et c'est vendu pour liquider tes dettes. Mais en tant que parent, vous êtes quand même content que voilà. Non, ça c'est différent. Bon, on peut être que fier de voir ses enfants arriver. Après, c'est pas forcément un confort de vie, un bien-être, ça tourne pas forcément autour d'un appartement, chacun y voit. Moi, j'ai pas été enfin, moi personnellement, j'ai jamais voulu l'acheter. Toi, tu as voulu, moi, j'ai jamais voulu. Ouais, je vois les contraintes que tu as en tant que propriétaire à quelque chose que j'ai les mêmes en tant que locataire. On a les mêmes contraintes, mais au final, ce qui va se passer, c'est que toi, tu auras quelque chose qui est à toi, tu auras des sous. Dans la pierre, mais tu auras des sous. À chaque retour de Tokyo, de New York ou de Rio, Sébastien embellit son patrimoine et rend de plus en plus solides les liens, les racines qui l'attachent à cette région et à ses proches. Pour lui, accéder à la propriété, c'est avant tout envisager le futur avec sérénité. J'ai envie de laisser quelque chose sur cette terre. J'aurais envie aussi d'apporter une sécurité à un enfant. Je ne sais jamais de quoi la vie est faite et je sais que d'avoir un capital pour quelqu'un pour démarrer dans la vie, c'est toujours important. Donc
Effectivement, aujourd'hui, j'ai acheté 4 murs, mais qui m'apporteront peut-être quelque chose plus tard.